L'été 2021, aux États-Unis, des milliers de jeunes rêvent d'évasion, de liberté et de route infinie. Parmi eux, une jeune femme de 22 ans. Elle est ambitieuse, créative et très souriante. Son nom, c'est Gabby Petito. Sur Instagram, elle partage une vie qui fait rêver. Des paysages grandioses, un van aménagé, et elle est en couple et très amoureuse. Mais derrière les vidéos et les photos, quasiment parfaites, se cache une réalité bien plus sombre. Gabrielle Petito est née le 19 mars 1999 à Blue Point, dans l'État de New York. Pour ses proches, Gabby est une jeune femme très sensible, elle est très douce et elle reste très attachée à sa famille. Depuis toute petite, elle aime dessiner et écrire, en fait elle aime créer. Elle aime filmer. Plus tard, elle suivra même des études de nutritionniste. Gabby a une imagination débordante. Elle rêve d'ailleurs, elle rêve de beauté et elle rêve d'une vie totalement différente. À l'adolescence, elle découvre les réseaux sociaux. Instagram devient pour elle un moyen d'expression. Un endroit où elle peut montrer ce qu'elle ressent, ce qu'elle aime et ce qu'elle est. Gabby soigne ses photos, ses couleurs, les poses et les décors. Elle veut raconter une histoire, sa propre histoire. Mais derrière cette esthétique parfaite, Gabby est aussi fragile. Elle doute beaucoup, elle cherche l'approbation, elle veut toujours faire plaisir. Et c'est précisément ce trait de caractère qui va la rendre vulnérable. Brian Laundrie est né le 18 novembre 1997. Il est un peu plus âgé que Gabby. Il est beaucoup plus discret. Il est très renfermé. Brian aime la nature, la survie. Il aime tout ce qui est minimaliste. Il se décrit souvent comme quelqu'un qui n'a besoin de rien. Il n'aime pas trop les réseaux sociaux. Et il critique souvent ce qu'il juge de superficiel. Brian, il dessine, il écrit. Il a une vision très personnelle de la vie. Aux yeux de certains, il est calme, réservé et très introverti. Mais pour d'autres, Brian est contrôlant, colérique, parfois même très autoritaire. Ce sont deux personnalités très différentes, mais qui vont tomber amoureuses l'une de l'autre. Brian et Gabby se rencontrent au lycée. Très vite, ils se rapprochent. Brian devient le premier amour sérieux de Gabby. Ils sortent officiellement ensemble, mais se séparent avant l'obtention du diplôme de Brian. Ils se remettront ensemble en mars 2019. Gabby, elle s'attache profondément à lui. Elle se projette avec lui. Leur relation est intense, elle est fusionnelle. Ils font presque tout ensemble. D'ailleurs, ils travaillent même dans le même supermarché. En 2019, Gabby prend une décision importante. Elle quitte New York et emménage chez les parents de Brian, en Floride. À ce moment-là, Gabby laisse beaucoup de choses derrière elle. Sa famille, ses repères, son environnement. Elle se retrouve dans un foyer qui n'est pas le sien, entourée de la famille de Brian. Sur les réseaux sociaux, tout semble aller bien. Gabby et Brian sourient. Ils voyagent, ils postent des photos et respirent le bonheur. Ils se sont d'ailleurs fiancés en juillet 2020. Mais en réalité, leur relation devient de plus en plus déséquilibrée. Gabby veut créer, Brian critique. Gabby veut réussir, Brian minimise. Gabby doute d'elle et Brian prend de plus en plus de place. Selon plusieurs témoignages, Brian a tendance à rabaisser Gabby, à lui dire qu'elle est trop stressée, trop émotive, un peu trop fragile. Et Gabby, quant à elle, elle s'excuse, encore et encore. En 2021, Gabby a un projet. Un rêve de partir en road trip à travers les États-Unis. Vivre dans un van, créer du contenu, devenir une sorte d'influenceuse voyage. Elle achète alors un van, un Ford Transit de couleur blanche. Je précise ça parce que vous le verrez, ça aura son importance dans quelques instants. Gabby participe activement à l'aménagement du van. Elle planifie l'itinéraire et elle imagine déjà les vidéos qu'elle va pouvoir faire et publier. Le voyage commence le 2 juillet 2021. Le couple s'en va pour 4 mois de road trip à travers les États-Unis. Brian, lui, il conduit. Il décide souvent. En fait, il impose son rythme. Le van devient leur maison, mais aussi un espace clos, sans échappatoire. Ils sont ensemble tout le temps, sans aucune pause, et les tensions augmentent. Sur certaines vidéos, Gabby semble stressée, fatiguée, beaucoup moins souriante. Les publications se font plus rares, elles sont moins spontanées. Des disputes éclatent, de plus en plus souvent, jusqu'au 12 août 2021. Ce jour-là, un témoin appelle la police, à Moab, dans l'Utah. Il dit avoir vu un homme frapper sa compagne. Grant County Sheriff's Office. Were you able to get a description of the intoxication? Hi, can you hear me, sir? Yeah, I can hear you. Hi, I'm calling. I'm right on the corner of Main Street by Moonflower, and we're driving by, and I'd like to report a domestic dispute. Florida with the white van, Florida license plate, white land, gentleman, Where's about it at? 5'6", beard.
They just drove off. They're going down Main Street. They made a right onto Main Street from Moonflower. Or what were they doing? Cooperative, but what do you say? What were they doing? We drove by and the gentleman was slapping the girl. He was slapping her? Yes, and then we stopped. They ran up and down the sidewalk. He proceeded to hit her, hopped in the car, and they drove off. Okay, you said it's a white van? White van. I can give you the license plate if you give me 1 sec. I took a picture of it. What kind of white van? Like a big one? It was a smaller van with the license plate of, it was white, Florida license plate QFT G03. It was, the make was a Ford, model was Transit, black ladder on the passenger side. Black ladder, passenger side. White Ford Transit. White Ford Transit. Quand les policiers arrivent, leurs caméras sont allumées. Ils vont filmer pendant 1 heure toute la scène. On peut très vite apercevoir que Gabi est en pleurs. Elle tremble et elle s'excuse sans arrêt. Brian, lui, reste calme. Il est posé, presque détaché de la situation. Gabi prend la responsabilité. Elle explique aux policiers qu'elle a des tocs de nettoyage. Elle dit que c'est elle qui l'a frappée, qu'elle est trop émotive, qu'elle a des problèmes d'anxiété. Sorry, I had the female that was in the passenger seat separated from the male. Keys are on the hood. You want to tell me what's wrong? Yeah, I don't know. It's just sometimes I have OCD and sometimes I just get really frustrated. Not like mean towards him. I just like, I guess my vibe is like I am like in a bad mood. And I was just saying, I'm sorry if I'm in a bad mood. I'm just really stressed. I had so much work I was doing on my computer this morning. What do you do for a living? Well, I used to work at an organic juice bar, but I just quit my job. Okay. I was a nutritionist. That was my That's job. cool. I worked up because we were trying to get going and get our day going because we want to go like arches before the summer time. Okay. You got a mark right here. Oh, that's from a wire. That's from a wire? Yeah. You want to tell me about hitting that curb? Hitting the curb was her grabbing the wheel. She grabbed the wheel? Yeah. She said, I can't believe we're getting pulled over, and then she grabbed the wheel. What about the speed? Did she take over the... No, I take over the pedal on you? If I was going fast, I'm sorry. No, it's probably just the moment of, like, I'm still shaking now. The adrenaline, seeing the lights flashing up, and then her grabbing the wheel. So if I sped up, I'm sorry about that. Or if I was speeding beforehand, I'm sorry about that. Yeah, it took quite a bit to catch up to you. So, Yeah. I'm sorry about that. We're just going into the park again to get water because we have a 6-gallon water container to fill up, so we're just grabbing water for the hike. Okay. And I was trying to keep everything calm and quiet because there's plans still to go for a hike, but then she grabbed I'm really sorry about that. quick question. You said you were hitting him in the arm. Did you grab the steering wheel? No, I didn't. You did not touch the I steering didn't touch wheel? the steering wheel, but only for like a second because I just saw the lights come on and it was more just like you're an idiot, like you know. But did you grab the steering wheel and like No. swerve or anything like No, that? no. I Okay. didn't touch the steering wheel at all. I'm gonna go ahead and close this door again. Do you have enough air back here, or do you want me to kick it up some more? Do you have any water? I will see if I can find some. Okay, no worries. Thank you. Yeah, do you know if she takes any? She's crazy. No, I don't think so. No, none that I know of. Les policiers décident alors de séparer le couple pour la nuit. Ce moment est crucial, parce que tout est là, devant leurs yeux. Mais aucun signalement pour violence conjugale n'a été donné. Au contraire, ils ont classé cette affaire dans des troubles mentaux. Le 19 août, Gabi poste son premier vlog sur YouTube. Elle l'intitulera Vine Life, Beginning Your Vine Journey. Gabby Petito never goes outside.
messages de Gaby deviennent totalement incohérents. Les publications s'arrêtent presque complètement. Le dernier post Instagram de Gaby date du 26 août 2021. Il s'agit de plusieurs photos d'elle souriant à la caméra et avec comme légende « Joyeux Halloween ». Le 25 août, Gaby appelle sa mère. Gaby lui dit qu'il se trouve près du Grand Teton National Park. C'est la dernière fois que sa mère entend sa voix. Le 27 août, le couple se rend dans un restaurant, le Mary Picklet, un restaurant Tex-Mex à Jackson Hole. D'après plusieurs témoins, Brian Laundrie est apparu très énervé et agressif dans sa façon de parler avec le personnel du restaurant. Il est possible que l'altercation ait commencé autour de l'addition, ou d'un désaccord sur quelque chose lié au repas. Pendant ce moment, Gaby aurait été en larmes, et à un moment donné, elle est sortie du restaurant en pleurant. Selon le même témoin, Gaby est même intervenue pour présenter des excuses au nom de son compagnon auprès du personnel. Toujours le 27 août, une caméra de surveillance filme Gaby et Brian dans un supermarché à Jackson Hole. C'est la dernière image connue de Gaby en vie. Peu après leur dernière vidéo, la famille reçoit un message depuis le téléphone de Gaby, qui dit « Peux-tu aider Stan ? Je continue à recevoir ses messages vocaux et ses appels manqués. » Ce texte, étrange, inquiète sa mère, parce que Gaby n'appelait jamais son grand-père par son prénom. Plus tard, un autre message arrive. « Plus de réseau à Yosemite », faisant référence à un parc situé à plus de 1000 km de leur dernière localisation connue. La mère affirme ne pas croire que Gaby ait envoyé ces mots. Le 29 août 2021, Brian Laundrie a été aperçu seul en train de faire de l'autostop dans une région proche du Grand Teton National Park. Une femme nommée Miranda Baker a déclaré à la télévision américaine qu'elle avait aperçu Brian sur le bord de la route, seul, avec le pouce levé, et qu'elle l'avait pris en autostop avec son petit ami ce soir-là. Il leur aurait dit qu'il avait campé seul pendant plusieurs jours, puis il a expliqué que Gaby, sa fiancée, travaillait sur leurs réseaux sociaux dans leur van pendant qu'il était dehors. Quand la conductrice a dit qu'elle se rendait à Jackson Hole, Brian est sorti de la voiture. Il les a remerciés et il a disparu en quelques secondes. Le 1er septembre 2021, Brian Laundrie rentre en Floride, seul au volant du van de Gaby. Mais Gaby n'est pas là. Brian n'y donne aucune explication, mais il part camper avec sa famille. Initialement, le voyage était prévu uniquement pour 2 personnes, soit la mère et le père de Brian. Mais la mère de Brian annule et réserve pour 3 personnes la veille du retour de son fils. Le 11 septembre, la famille de Gaby déclare sa disparition. Les médias s'emparent de l'affaire. Les réseaux sociaux explosent. Beaucoup de groupes sur chaque réseau social se créent et enquêtent sur cette mystérieuse disparition. Un couple de voyageurs, Jen et Kyle, avaient posté une vidéo de leur road trip sur YouTube. En la visionnant, après la disparition de Gaby, ils se sont rendus compte que leur caméra avait capté le van de Gaby, garé le 27 août 2021, près du Speed Creek, dans la forêt nationale de Bridgerton. Ils ont immédiatement transmis l'information au FBI. La toile analyse seconde par seconde cette vidéo et elle remarque le chapeau de Gaby sur le tableau de bord.
Le van semble inoccupé, mais en mettant cette vidéo au ralenti, on remarque que la porte arrière, qui était ouverte en début de vidéo, se referme. Nous reviendrons plus tard sur cette vidéo, enfin, du moins, sur l'endroit de cette vidéo, car ça va être un indice crucial dans cette affaire. Du côté des Laundrie, le silence est palpable. Aucun membre de la famille ne s'exprime. Brian est déclaré comme une personne d'intérêt dans cette affaire, mais pas encore comme suspect principal. Ils ont engagé un avocat, qui confiera « C'est une période extrêmement difficile pour la famille Petito et les Laundrie. La famille espère que la recherche de Mademoiselle Petito sera couronnée de succès et qu'elle pourra enfin être réunie avec sa famille. Sur les conseils de l'avocat, la famille reste en retrait à ce stade et ne fera pas d'autres commentaires. » Tout le monde se pose la même question. Mais où est Gabby Petito ? Le 16 septembre, malgré que la maison des Laundrie ait été placée sous surveillance quelques jours avant, la famille déclare la disparition de Brian, qu'ils n'ont pas revu depuis le 13 septembre. C'est le 19 septembre 2021 que des restes humains sont retrouvés dans le parc national de Bridger-Teton dans le Wyoming, à seulement 1 kilomètre du camp où les blogueurs ont filmé le van de Gabby. C'est Gabby. L'autopsie est formelle. La cause du décès est la strangulation. Gabby a été tuée 3 à 4 semaines avant la découverte du corps. Brian devient l'unique suspect. Les autorités ont déterminé qu'une carte de banque associée à Gabby avait été utilisée à plusieurs reprises pendant cette période, alors qu'elle avait déjà disparu et que Brian avait regagné seul la Floride. Les transactions ou retraits effectués avec cette carte totalisent environ 1 000 $. Cela a suffi à ce qu'un grand jury fédéral dépose un mandat d'arrêt contre Brian pour utilisation non autorisée d'un dispositif d'accès. C'est le 20 octobre 2021, environ 6 semaines après qu'il soit porté disparu, que les autorités ont retrouvé les restes du corps de Brian Laundrie. Son corps est partiellement immergé et enterré dans un marécage en Floride. Les restes étaient en état avancé de décomposition. Le corps a été identifié grâce à l'ADN et des vêtements, et ainsi que des effets personnels correspondant à Brian. Selon le rapport officiel du FBI, la mort a été classée comme suicide par arme à feu. À côté de lui, un carnet, dans lequel il avoue avoir tué Gabby. Il parle alors d'un accident, d'un moment de panique. « J'aimerais juste être à tes côtés. J'aimerais pouvoir te parler en cet instant. Je ne peux pas vivre sans toi. J'ai perdu tous les jours qu'on aurait pu passer ensemble, toutes les vacances. Je n'arrive pas à regarder les photos, à me remémorer les bons moments, car c'est pourquoi je ne peux pas continuer. Je t'aimerai toujours. Je suis désolée pour quiconque sera affecté par tout ça. Gabby était l'amour de ma vie. Je sais qu'elle était adorée de beaucoup. Je suis vraiment désolée envers sa famille, car je les aime. Je suis aussi désolée envers ma famille. C'est un choc pour eux. En plus d'être un monde de deuil, ils l'aiment tout autant, si ce n'est pas plus que moi. C'est arrivé dans une tragédie inattendue. Nous nous dépêchions de retourner à notre voiture, tout en essayant de traverser les courants de la rivière, mais il faisait trop sombre pour voir, et trop froid. J'ai entendu un splash et un cri. Je pouvais à peine voir, je n'arrivais pas à me retourner pendant un moment. J'ai appelé son nom, et je l'ai trouvé, risquant sa force et faisant des gémissements. Elle était gelée, malgré la chaleur étouffante des parcs nationaux de l'Utah. La température avait chuté et il faisait extrêmement froid. Elle était toute trempée. Je l'ai portée aussi loin que je pouvais de la rivière en direction de la voiture, trébuchant, épuisée, en état de choc, quand tout à coup, mes genoux se sont verrouillés et je savais que je ne pouvais pas la porter plus loin de manière sécurisée. J'ai allumé un feu et je me suis blottie contre elle, au plus près de la chaleur possible. Elle était si mince et avait froid depuis tellement longtemps. Je n'ai pas réalisé sur le moment que j'aurais déjà dû allumer un feu, mais je voulais à tout prix la sortir du froid et l'amener à la voiture. L'endroit où j'ai fait le feu, je n'avais aucune idée de la distance exacte de la voiture. Je savais juste qu'elle était de l'autre côté de la rivière. Elle n'arrêtait pas de dire ce qui lui faisait mal. Elle avait une petite bosse sur le front, qui a fini par s'agrandir. Ses pieds étaient douloureux, ses poignets étaient douloureux, mais elle était gelée. Elle tremblait de manière incontrôlable. Alors que je la portais, elle faisait sans arrêt des bruits de douleur. Quand j'étais allongée à côté d'elle, entre 2 séances de tremblements violents et de gémissements de douleur, elle suppliait pour qu'il y ait une fin à ses souffrances. Elle s'endormait, et je la secouais pour qu'elle se réveille, de peur qu'elle ne ferme pas les yeux, au cas où elle aurait une convulsion. Furieuse que je sois celui qui la réveille, elle ne voulait pas que j'essaye de traverser la rivière. Elle pensait, tout comme moi, que le feu s'éteindrait pendant qu'elle dormirait et qu'elle mourrait de froid. Je ne sais pas quelle était l'étendue des blessures de Gabby. Je sais juste qu'elle était en grande souffrance. J'ai mis fin à sa vie.
J'ai pensé que c'était faire preuve de pitié, que c'est ce qu'elle voulait. Mais maintenant, je vois toutes les erreurs que j'ai commises. J'ai paniqué, j'étais en état de choc. Mais dès le moment où j'ai décidé de lui enlever sa douleur, j'ai su que je ne pourrais pas continuer sans elle. Je me suis dépêchée de rentrer chez moi pour passer le temps qui me restait avec ma famille. Je me suis enlevé la vie, non pas par peur de la prison, mais parce que je ne pouvais pas supporter de vivre un autre jour sans elle. Je suis désolée auprès de tout le monde pour leur perte. S'il vous plaît, ne rendez pas la vie de ma famille plus dure. Ils ont perdu un fils et une fille, la fille la plus magnifique de ce monde. Gabi, je suis désolée. Je me suis suicidée à côté de cette rivière, dans l'espoir que les animaux me dévorent. Peut-être que cela rendra quelques personnes de sa famille heureuses. S'il vous plaît, ramassez toutes mes affaires. Gabi détestait les gens qui polluent. Et une lettre a été retrouvée à côté de son corps, avec écrit dessus, brûlé après lecture. Il s'agit d'une lettre de sa mère. Je veux juste que tu te souviennes que je t'aimerai toujours, et que je sais que tu m'aimeras toujours. Tu es mon fils, mon garçon. Rien ne pourra m'empêcher de t'aimer. Rien ne nous divisera, ni ne pourra jamais nous diviser. Peu importe ce que nous faisons, où nous allons, ou ce que nous disons, nous nous aimerons toujours. Si tu es en prison, je cuisinerai un gâteau avec une lime à l'intérieur. Si tu as besoin de te débarrasser d'un corps, je viendrai avec une pelle et des sacs poubelles. Si tu t'envoles vers la lune, je surveillerai le ciel pour ton retour. Si tu dis que tu me détestes à mourir, je changerai de vie pour toi. Rappelle-toi que l'amour est un verbe, pas un nom. Ce n'est pas une chose, ce ne sont pas des mots, ce sont des actes. Regarde les actes des gens pour savoir s'ils t'aiment, pas leurs paroles. Beaucoup de questions restent sans réponse. Brian aurait-il agi pour mettre fin à ce qu'il considérait comme des souffrances? Ou était-ce un acte impulsif, guidé par la passion ou la colère? Et que dire de ses parents? Aurait-il pu, d'une manière ou d'une autre, savoir ce qui se préparait? Ou même aurait-il pu l'aider à cacher la vérité? Personnellement, je pencherai plus sur le crime passionnel. Je pense que les parents de Brian se doutaient fortement de ce qui s'était passé, ne voyant pas Gabi revenir, et surtout en connaissant le caractère de leur fils. Aujourd'hui, Gabi n'a plus de voix, elle n'a plus de défense, il n'y a plus de justice pénale possible. Brian a agi comme un lâche. Et que dire de la police? Classer une altercation d'une telle ampleur en troubles mentaux? L'affaire Gabi Petito n'est pas qu'une simple affaire criminelle. C'est une histoire de signaux ignorés, de violences silencieuses et de contrôle déguisé en amour. Gabi rêvait de liberté, mais elle était prisonnière. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup de m'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de l'effroi.